contenus dans une refonte de site, comment prendre soin de ces contenus, comment ne pas perdre toute sa visibilité et toute sa présence, notamment sur, notamment sur Google évidemment, mais puis aussi tous les sites référents, lorsque on entame une refonte de site et bien s'assurer qu'on prenne du coup en charge cette dimension dès le démarrage d'un projet. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore We Are the World, un petit mot. Donc, nous sommes une agence de content marketing, inbound marketing, SEO et production de contenu, pilotage éditorial. On va fêter là en juin nos 20 ans d'existence. On travaille sur tous les projets où il y a un volet contenu dans un cycle vertueux, mesuré, planifié, engagé. On commence toujours donc par prendre le pouls et par prendre la mesure et donc évidemment, comme je l'évoquais déjà précédemment, par travailler sur les performances et notamment la visibilité sur Google et puis sur les sites référents. Hein. Aujourd'hui, ce troisième pilier, le backlinking, le netlinking, cette présence par les référents, est essentiel dans votre findability ou dans votre trouvabilité, on dirait en français, puisque ce troisième pilier-là, il montre à Google en fait que non seulement vous produisez des bons contenus, non seulement vous optimisez les contenus pour les intentions de recherche, mais aussi vos contenus sont tellement de qualité qu'ils sont adoubés par des tiers et que vous êtes mentionné, cité par des tiers. Et donc, le fait que d'autres parlent de vous et fassent des liens vers chez vous est un élément déterminant dans votre popularité. Et donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte également dans une refonte de site. Je reviendrai là-dessus. Et donc ici, typiquement sur la refonte de site, là où on va mesurer, c'est effectivement, on va travailler sur l'audit SEO, on va travailler sur l'UX et sur les indicateurs de performance pour aller qualifier aujourd'hui les performances de certaines pages. Et du coup, derrière, dans le plan des contenus, s'assurer que des thématiques qui aujourd'hui amènent un trafic énorme, soit si elles changent d'URL, on aura des redirections, soit si le produit ne convient plus ou n'est plus proposé ou le service a totalement changé, s'assurer qu'on ait là encore des redirections. On a eu le cas notamment avec WWF, en Belgique, où on est intervenu sur le volet SEO, réécriture des contenus et pilotage éditorial dans la refonte, sur toutes des thématiques, sur des campagnes, par exemple. Vous savez, on a les campagnes sauver un dauphin ou sauver un animal chez WWF. On avait des campagnes avec des pages qui avaient généré énormément de trafic et puis qui allaient être abandonnées dans le nouveau site Internet, alors que pour certaines, elles amenaient plus ou moins 5 à 10 du trafic mensuel. Ça, c'est criminel, entre guillemets, donc on ne peut pas se le permettre. Donc cet audit-là, idem aussi sur l'aspect UX, tout simplement, des pages que vous voulez absolument garder à tout crin, mais qu'en même temps, derrière, il y a des taux de rebond de 100% ou de 80-90%, ça n'a pas de sens. Et là aussi, il va y avoir un travail de refonte à faire. Donc, cette méthodologie, de nouveau, ce cycle vertueux, mesurer, planifier, engager ou mesurer, planifier, produire, est essentiel dans une refonte, comme dans tout projet, que ce soit de création, transformation, surcyclage, etc. Se dire également que si on travaille dans ce cycle vertueux, c'est également parce qu'on est nécessairement obligé de produire de la performance, et qui dit performance va dire ROI, et qui dit ROI va dire retour sur contenu, retour sur attention, retour sur effort. Dans le cas précis d'une refonte Internet, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer en fait ce retour sur contenu, retour sur attention, retour sur effort? Déjà, le retour sur contenu, c'est de se dire, OK, il n'y a plus de campagne sur les baleines. Mais plutôt que de scier la branche sur laquelle on était, puisque ça nous ramène effectivement 10%, 5% de notre trafic entrant, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur une sorte de roadmap ou de ligne du temps où on montre toutes les campagnes qu'on aurait faites précédemment et avec ce qu'elles ont rapporté,
pour ne pas juste être dans quelque chose qui soit très, on va dire, actuel, hic et nunc, mais aussi avoir une vue beaucoup plus globale. Ça a du sens à la fois en termes de branding, hein, on parlait de brand content et de SEO il y a quelques minutes, ça a du sens pour garder ce SEO. Alors évidemment, toute l'intelligence éditoriale va être de créer un dispositif là qui, à la fois, permette de garder ce ranking sur baleine, campagne baleine, sauver une baleine, etc., mais aussi ne génère pas les taux de rebond. C'est-à-dire que on devra y associer des appels à des contenus actuels et des appels à des contenus beaucoup plus pertinents et qui demanderont de la conversion derrière. Et donc, ce retour sur contenu, c'est l'idée de ne pas considérer le contenu comme un Kleenex. C'est comment est-ce qu'on va pouvoir transformer des éléments de notre patrimoine pour soit de les surcycler, comme je l'évoquais tout à l'heure. Hein, donc, c'est l'idée qu'on a un contenu qui est une ancienne campagne et qui deviendra un dossier ou qui deviendra une chronique ou qui deviendra, donc, qui sera transformé pour produire autre chose et surtout maintenir ce contenu avait procuré. Le retour sur attention, c'est donc cette idée que si on maintient un programme de contenu, si on fait un inventaire des contenus, dans les critères de l'inventaire, on ne devra pas prendre en compte juste l'obsolescence du contenu ou l'inadéquation du contenu à un positionnement de marque actuel. On devra également prendre en compte ce retour sur attention, cette génération de trafic et surtout essayer d'interpréter la qualification de ce trafic. Et enfin, le retour sur effort, c'est quoi? C'est que au fond, souvent, on a tendance à peut-être le négliger. Une refonte, c'est aussi l'occasion de projeter sur les trous dans la raquette, c'est de voir les trous dans la raquette au niveau du patrimoine actuel. On va voir de nouveau en creux et en bas, c'est encore une notion que j'évoquais juste avant, où est-ce qu'il manque des contenus, où est-ce qu'on a trop de contenu, où est-ce qu'il est décidément essentiel de reformuler une partie de notre positionnement sur certains contenus, mais aussi ça va permettre souvent de se dire, tiens, on n'a même pas encore évoqué cette thématique-là, où on n'a pas travaillé sur des aspects plus inspirationnels de cette autre thématique. Et donc le retour sur effort, c'est que il ne faut pas considérer une refonte de nouveau comme étant un projet à un moment M ou un temps T dans un chantier ou dans un plan marketing, c'est que c'est toujours l'amorce déjà de quelque chose qui va pouvoir aboutir à des contenus à produire sur l'année qui va venir. Il y a rarement une refonte de site qui ne nous a pas permis de déjà intégrer dans notre calendrier, soit de modifier, d'agrémenter un calendrier de contenu, soit même d'aller l'enrichir déjà de sujets qui manquaient complètement dans le site actuel. Donc voilà un petit peu sur ces éléments-là. Alors voilà, je montre juste aussi cette capture-là en haut. C'est donc Stratégie de contenu web, la revanche de l'éditorial. Cet ouvrage que j'ai écrit en 2010, qui a été réédité en 2014 et qui est sous réédition de nouveau aujourd'hui, qui devrait paraître normalement cet été au grand plus tard sur la stratégie de contenu web. Ce ne sera plus la revanche de l'éditorial parce que ça fait un sacré bout de temps que l'éditorial a pris sa revanche. En revanche, on verra qu'il y aura effectivement d'autres aspects qui seront traités dedans. Alors, juste pour cerner un peu ce qu'on va voir ensemble là sur cette petite heure, donc pourquoi déjà on fait une refonte Internet et quand est-ce qu'une refonte est nécessaire et qu'est-ce qu'on entend par refonte? C'est pas toujours une refonte totale. J'évoquais tout à l'heure la refonte d'une page d'accueil, la refonte d'une landing page, la refonte d'une catégorie, d'une rubrique. Donc on verra un petit peu ces éléments-là. On verra aussi les erreurs courantes qu'on fait, qu'on commet en cas de refonte. On verra comment est-ce qu'une refonte doit être envisagée sur le plan du contenu pour ne pas perdre les performances, comme je l'évoquais également. Et puis, on verra les étapes de la gestion du contenu avant une refonte. On verra aussi la gestion du contenu après la refonte. Et puis, on peut évoquer encore, si tant est que c'est encore du sens, l'HTTPS, hein, ça devient de plus en plus rare qu'on n'ait pas de HTTPS. En revanche, ça reste encore très fréquent qu'on ait basculé presque tout le site en HTTPS et puis il reste soit dans la bibliothèque images, soit sur une partie un petit peu masquée, cachée de notre site internet, encore tout un paquet de pages qui du coup sont dupliquées
en HTTP et HTTPS. Donc, voilà ce qu'on va voir ensemble. Alors, donc, qu'est-ce qu'on entend par refonte de site? Dès que vous avez une modification dans la structure du site Internet, ça va influencer la trouvabilité de la page, du site, dans les moteurs de recherche et sur les sites référents. Donc là, je prends l'exemple effectivement dernièrement d'un client qui voulait à la hâte modifier sa page d'accueil de manière un peu staccanoviste, nous demander conseil. C'est un client avec lequel on travaille de manière très très régulière, nous demander conseil et puis le temps qu'on produise, nous qu'on aille voir dans Google Analytics, qu'on aille voir les performances, tout le click tracking sur les pages, etc. Et on lui dise attention à ne pas non plus trop chambouler les éléments sur la page d'accueil parce qu'au niveau du SEO ceci, au niveau des sites référents, trop tard, il voulait absolument avancer. Il avait mis en ligne sa page, sa nouvelle page d'accueil, sans même se soucier de ce petit audit des performances qu'on avait fait. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, les sites e-commerce qui encore trop souvent une fois qu'un produit est épuisé, qu'une collection est terminée, ben, dépublie les pages sans faire des redirections vers les pages les plus appropriées. Sans compter toutes ces mentions voilà, dont on bénéficie de sites référents, ou parfois on ne sait même pas d'ailleurs qu'on en bénéficie, et qui du coup, lorsqu'on va ajouter supprimer une page, lorsqu'on va migrer des contenus sous une autre rubrique, sous un sous-domaine, dans un sous-dossier, lorsqu'on va créer un blog, lorsqu'on va ajouter une catégorie à un blog, lorsqu'on va ajouter des pages, lorsqu'on va réviser un plan de site ou réviser une navigation, reformuler des éléments de navigation, lorsqu'on va mettre à jour le catalogue produit, parce qu'il y a des soldes, des campagnes, des nouvelles collections, parce qu'il y a Covid-19 et que du coup, on peut plus vendre ce qu'on vendait d'habitude, il faut créer une nouvelle rubrique. Alors, c'est ce qu'on a de plus d'ailleurs, voilà, c'est ce qu'on a le plus depuis 3 à 4 semaines, c'est qu'on aide des annonceurs aujourd'hui qui sont dans l'impossibilité matérielle de fournir et de continuer leurs services, que ce soit des centres d'entreprise, que ce soit des instituts de beauté, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des systèmes de réservation de restaurants en ligne, que ce soit des équipementiers de marques de vêtements de sport ou de vêtements cyclistes, où on est en train de travailler sur une certaine refonte de leur site pour cacher certains contenus, pour en mettre d'autres en avant, pour en ajouter. On a le cas également d'un traiteur, un traiteur qui forcément aujourd'hui ne peut absolument pas exercer sa profession, mais qui a des demandes néanmoins, qui commence à avoir des demandes déjà pour l'année prochaine ou pour fin de cette année, et où donc on est en train depuis 2-3 semaines de mettre en place une communication qui à la fois permet le nurturing de ces demandes de devis-là, de rassurer ces gens-là, de rester en contact, du coup produire de la vidéo, produire des articles, être sur de la relance email. Donc la refonte de site, ça ne veut pas dire qu'on change d'adresse. C'est pas comme quand on remet les clés de son appartement ou de sa maison, qu'on a revendu ou dont on a quitté la location pour aller ailleurs. Même si par certains aspects ça ressemble. Ici, une refonte de site sur le plan du contenu, et si on prend en compte ce fameux ROA, retour sur attention, eh bien, ça peut parfois être très mineur, ça peut être juste une page, juste une rubrique, et ça peut avoir des conséquences énormes. Donc, c'est bien ça qu'on entend par refonte de site. Et donc, en général, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit faire une refonte de site? Pourquoi? Donc, peut-être que le terme, du coup, qui a l'air si colossal et complètement décourageant, est présomptueux ou est trop important. Peut-être qu'il faudrait amoindrir ce concept. En tout cas, il y a des raisons de faire des refontes de sites. D'ailleurs, si vous regardez bien, historiquement, il y a quelques années, c'est qu'on tenait un site et puis après, 2-3 ans, on jetait tout et on refaisait. Or, depuis quelques années, on est bien davantage dans une refonte complète à travailler sur quelque chose qui est plus pérenne, plus durable, en se disant qu'on va effectivement aller plutôt d'abord à un moment travailler sur la façade, travailler sur le graphisme, changer la charte graphique, la CSS, la charte de style, des rubriques, et cetera, travailler sur des sous-dossiers, aller accoler un e-commerce, aller accoler un blog, et donc on est dans une dynamique qui est beaucoup plus aujourd'hui en écosystème et beaucoup plus organique et modulaire qu'il y a quelques années. Les raisons pour lesquelles il
peut y avoir, et on conseille même à certains moments, des modifications plus ou moins fondamentales d'un site Internet. Ça va être l'activation de la marque, les mises à jour nécessaires des services, des gammes de produits. Typiquement, nous avons un client en Suisse qui a plusieurs instituts de beauté, esthéticiennes, diététiciennes, et qui se retrouve avec comme pendule au-dessus de la tête que dans quelques années en Suisse, eh bien les professions de ce type-là seront totalement protégées, et donc on ne pourra plus exercer la profession si on n'a pas la formation ad hoc et les diplômes ad hoc. Donc ça veut dire qu'on est en train de mettre un gros chantier en place pour pouvoir répondre de différentes manières, hein, sur plusieurs socles, à cette demande-là. Le trafic et le SEO, nombre de fois, on intervient auprès d'un client et où on doit commencer par déconstruire ou reconstruire à côté un autre site qui sera plus performant techniquement pour pouvoir augmenter son trafic entrant et notamment son SEO. Autre type de refonte, c'est de l'acquisition. Acquisition, pourquoi? Parce que le dispositif aujourd'hui ou le site vitrine n'a pas en place, il ne peut pas recevoir tous les dispositifs pour de l'acquisition ou de la fidélisation. Ou simplement aussi parce que il n'y a plus assez de fonctionnalités, ou les fonctionnalités ne sont pas assez aujourd'hui avancées. Dans tous les cas, si vous regardez, le contenu joue une part. Que ce soit de l'activation de la marque, il y a du contenu. Alors, soit dans l'activation de la marque, on va être sur des contenus, hein, c'est de plus en plus tendance aujourd'hui de travailler sur des contenus de réponse plutôt que des gros contenus de demande. Hein. Je l'évoquais aussi sur le webinaire avant, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus que dans des moteurs, on n'est plus uniquement dans des moteurs de réponse, mais aussi dans les moteurs de demande. Activation de la marque, ça veut dire aussi bien souvent travailler sur des contenus qui sont plus interactifs. On va avoir est-ce que c'est de la réalité virtuelle? Est-ce que c'est du podcast, de l'identité sonore? Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est du story making, etc. Mais c'est du contenu. Des mise à jour des services, mise à jour des gammes de produits, mise à jour des secteurs auxquels on s'adresse, mise à jour de la manière dont on s'adresse à la cible. Prenez l'assurance et prenez le bancaire, où depuis plus ou moins 4-5 ans maintenant, la grande tendance est de travailler sur les moments de vie, les cycles de vie. Je débute de ma carrière, je me marie, je suis primo accédant à la propriété, j'ai des enfants, premier enfant, etc. On est très très fort sur cette logique cycle de vie, sur cette logique expérience plutôt que produit. Donc on sort du transactionnel, très important aussi ce type de refonte-là. Trafic SEO, c'est qu'on a des contenus. Alors là aussi, un autre client qu'on vient d'avoir là en pleine panique Covid, ou qui soi-disant disposait d'un site optimisé SEO, mais le SEO était tellement un SEO de niche, j'en ai parlé aussi juste avant, que du coup, il se plaignait de pas avoir beaucoup de visites sur son site internet, mais on comprend parce que il devait effectivement y avoir 2-3 pelés qui avaient ces intentions de recherche-là et qui arrivaient sur son site. Et du coup, on a dû tout retravailler, les pages catégories, les pages de gamme et les pages produits derrière pour vraiment ouvrir les vannes et rencontrer les intentions de recherche. Acquisition, je l'ai évoqué tout à l'heure, des landing pages avec du contenu très dense, 1200 mots par page, des formulaires, de la vidéo, des landing pages à fort pouvoir de conversion. Là, dans la refonte, ce qui sera intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va créer des petits écosystèmes et des cocons pour pouvoir amener toutes les pages qui sont assimilées, apparentées, autour d'un même maillage. Fidélisation. Fidélisation, ça veut dire à la fois acquisition et derrière, travailler de nouveau sur le push et le pull et s'assurer qu'on ait des contenus réguliers qui vont être produits pour pouvoir du coup entretenir, nurturing, entretenir la relation, fidéliser le prospect, fidéliser le client. Qui dit fidéliser le client, bien souvent on est même aussi sur une micro-communauté ou sur un espace réservé, etc. Et puis après, tout ça, c'est des fonctionnalités. Et puis, on peut imaginer aussi d'autres fonctionnalités. Je pense notamment à un site internet d'une chaîne hôtel-restaurant qui a voulu à sortir en plus un e-commerce parce qu'ils développaient leur propre gamme de produits. Donc voilà un peu les refontes de sites et on voit tous les éléments où le contenu intervient. Les erreurs les plus courantes qui sont commises en général dans ce type de refonte et dans ce type d'action, de chantier, c'est soit on va réduire beaucoup le nombre de pages de sites.
C'est une grande tendance, hein, de se dire: «Oh ouais, mais non, nous on est dans le slow content, on est dans le light, vive le green internet» et du coup, ça sert plus à rien d'avoir des contenus, des sites internet de 1000 pages, on réduit. 300 pages. Et qu'est-ce qu'on fait des 1700 autres pages? Et donc l'idée ici, c'est oui, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce qu'il y avait autant de pages? Est-ce que toutes ces pages étaient vraiment, obsolètes? Est-ce que toutes ces pages n'étaient vraiment pas visitées? Et est-ce que toutes ces pages ont bien été repurposées, comme on dirait en anglais, pour vers de nouveaux contenus, vers de nouvelles pages, vers de nouveaux dispositifs pour actionner quand même cette logique de questions-réponses avec, le public? Réduire le volume de contenu des pages, ce qui est pas pareil. Soit on réduit le nombre de pages, soit on réduit le volume de contenu sur les pages. Très important aussi ce volume de contenu, puisque aujourd'hui, dans les intentions de recherche, ce qui va importer, c'est la densité sémantique et c'est la richesse lexicale. Si vous réduisez en fait et vous amputez à un moment les répétitions de certains mots qui vont ensemble, j'évoquais dans le webinaire juste avant, hein, c'est immatriculer sa voiture, immatriculation, immatriculation véhicule, immatriculation premier véhicule, immatriculation électronique, immatriculation sur le site internet, immatriculation assurance, etc., etc. Donc, moins on a de contenu sur une page, ben, moins ce sera facile pour Google d'aller vraiment qualifier en fait le positionnement de cette page sur une intention de recherche bien précise. Ça ne veut pas dire, à contrario, qu'il faut absolument mettre 1200 mots sur chaque page. Ça veut simplement dire que pour chaque page, en sachant qu'une page Internet a un objectif unique, est-ce qu'on est sûr d'avoir traité de manière exhaustive de cette thématique unique et de cette question unique et d'avoir également relayé vers d'autres sous-pages ou pages de même niveau ou voire même supérieures pour des thématiques qui sont des thématiques conjointes, annexes, etc. Donc le volume des contenus va être important. Alors, je vais vous jeter le chiffre, même si j'aime pas ce genre de fausse recette miracle. Sur une page e-commerce, typiquement, on aura tendance à dire que une bonne page e-commerce, c'est 300 mots. 300 mots de contenu unique. D'accord? Donc, si vous êtes, on a travaillé avec le groupe Yves Rocher, notamment Pierre Ricot, quand on a réécrit toutes leurs fiches produits ou la routine de beauté pour mettre son soin, sa crème de jour ou son sérum de jour, masque hydratant, c'est toujours un peu la même. Eh bien, si c'est du contenu répété et que ce contenu répété fait 50 à 60% du volume de mots, ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas, en tout cas, c'est pas que ça n'a pas de sens. Ça a du sens de mettre une routine beauté, évidemment, mais c'est pas ça qui va assurer votre visibilité et votre retour sur attention. Donc 300 mots, on va dire, pour une fiche produit, sur un article de blog ou sur un article contenu service, une page conseil, on pourrait le réduire à 300 mots. Sauf que nous, d'expérience, on voit bien que pour traiter un sujet de manière intéressante, utile, attrayante et durable, c'est-à-dire effectivement d'être visible dans les moteurs de recherche, à moins de 600, 800 mots, c'est un peu compliqué. Donc voilà un petit peu les. Puis alors aussi, dernier quand même calibrage. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille avec des gros acteurs e-commerce à l'optimisation de leur page catégorie et page produit, donc LP1, LP2, LP3, donc landing page catégorie 1, hein, catégorie mère sur un site e-commerce, et puis des sous-catégories de gamme, et puis des pages de gamme, donc du niveau 1 à 2, 3, 4. Et là, on va avoir des volumétries au premier niveau, qui est le début de la phase considération pour un e-commerce. On sera sur du 1200 mots. Et puis en dernier recours, c'est-à-dire sur les niveaux 3, où là, on est quand même dans une comparaison entre 2, 3 gammes de produits qui se ressemblent un peu. Hein. Donc typiquement, ça va être armoire à pharmacie souple ou armoire à pharmacie rigide, avec cartouche, donc c'est-à-dire avec le kit de médicaments à mettre dedans ou sans le kit à part. Donc, vous voyez, on est dans des choses quand même assez comparatives ou à comparer en tout cas, assez semblables. Ben, là, on sera sur du 500 mots sur ce type de landing page-là, de page catégorie. Donc, la volumétrie, très important, à la fois au niveau donc, du nombre de pages et du nombre de mots sur les pages. Faire fi des requêtes utilisateurs dans la réécriture des contenus. Et quand on parle des requêtes utilisateurs, c'est aussi des requêtes internes.
Donc ce qu'il y a à l'intérieur du site, ce qui a été recherché, qui va permettre à la fois de dire tiens, toutes les requêtes à l'intérieur du site débouchent-elles sur une page? Si oui, est-ce qu'il y a des taux de rebond élevés sur la page? Et si pas, est-ce que ce ne serait pas l'occasion pour le nouveau site internet quand même de traiter ces thématiques puisque ce sont des requêtes récurrentes? Faire fi du positionnement actuel de la page dans la réécriture du contenu, travail qui est d'ailleurs un travail un petit peu de laborantin puisqu'il va à la fois s'agir de maintenir le positionnement s'il est pertinent, tout en optimisant à la fois l'éditorial et le SEO, ou au contraire, il va s'agir de ne pas totalement être référencé, mais d'évoluer vers un autre positionnement plus opportun, peut-être plus qualifié par exemple. Augmenter le temps de chargement des pages, modifier les URL sans prévoir de redirection 300X qui soit des 302, des 301, etc. Et attention à ne pas faire non plus des boucles de redirection trop longues, très important, donc qui serait un peu l'idée de je redirige vers telle page qui elle-même redirige vers telle page, mais qui redirige vers telle page. Supprimer les pages qui bénéficient de précieux liens inbound. Et donc, ça veut dire que ça, c'est des liens qui vous viennent de l'extérieur, ou alors bloquer le site ou une partie d'une indexation du site. Ça arrive encore, ce sont des bêtes erreurs, mais ça arrive encore plus souvent qu'on ne le croit. En même temps, c'est une bonne nouvelle parce que ça, c'est assez vite euh, corrigible, j'ai envie de dire. Alors, comment est-ce qu'on va gérer le contenu en cas de refonte? Plusieurs éléments. Premier élément, on va déjà aller travailler sur les pages clés du site. Les pages clés du site étant celles qui vont faire le travail, on va dire, du business, hein, c'est-à-dire à la fois attirer donc l'acquisition, la fidélisation, la conversion et la notoriété. D'accord? Ces pages-là, qui bien souvent sont aussi les pages qui, normalement, en tout cas, devraient être les pages les plus visitées de votre site Internet, on va les revoir et dans cette révision, pourquoi ne pas travailler par de l'A/B testing, à la fois sur le wording, à la fois sur le maquettage, sur le gabarit, etc. Je pense également aux images qu'on a tendance à oublier. C'est que très souvent dans une refonte, s'il y avait des images sur des articles de blog, par exemple, ou dans des pages du site Internet, on a tendance, dans une nouvelle identité graphique ou dans une nouvelle architecture, à faire sauter ces images-là pour en avoir de nouvelles. Et donc, l'image qui était insérée dans le body text, par exemple, elle deviendra une belle grande image tout au-dessus du carrousel ou tout au-dessus du pli de la page. Sauf qu'on oublie que les textes alternatifs qu'il y avait derrière, et les descriptions des images, et le fait que ces images se retrouvaient dans la recherche universelle de Google était aussi un avantage et un levier de performance et de trafic entrant. Une fois que ces pages clés vont être retravaillées, vont être maquettées, vont être A/B testées, on va pouvoir approfondir l'inventaire et, au fond, le modéliser ou le répercuter sur les pages à haut trafic organique, les pages qui ont des liens inbound et, tout à l'inverse, les pages totalement obsolètes, c'est-à-dire celles qui, en fait, pourraient être dans la cave, pourraient être au grenier, pourraient être dans une succursale, mais ne génèrent plus depuis un temps infini et mémorial, ni de trafic, ni de taux de rebond de quoi que ce soit, ni rien du tout. Bref, électroencéphalogramme plat. Et cet inventaire-là, quel crève-cœur de devoir partir. Je vous en prie, Lily, à bientôt. Et cet inventaire-là va nous permettre, du coup, déjà, un petit peu de travailler sur une mise en place. Vanessa, je reparle dans 2 minutes sur les outils d'A/B testing. Je les montre dans quelques minutes, j'en montre 2-3. Il y a notamment le nouveau enfin je dis le nouveau parce qu'avant dans Google Analytics, on pouvait en faire. Mais il y a celui qu'on utilise maintenant depuis, c'est quoi, août 2019 où Google Analytics ne fait plus l'A/B testing et du coup c'est Google Optimize. Puis il y a Unbounce également et je parle d'un autre aussi dans 2-3 minutes. Ensuite, donc dans le plan de migration, on va travailler sur les redirections 301 ou 302, le check technique évidemment, et le plan du site. Et après, puisque j'ai dit qu'il y avait aussi tout ce qu'il y a à faire après la mise en ligne, les problèmes d'indexation avec la Google Search Console, les pages à haut trafic organique et les pages avec les liens inbound. Alors, déjà, sur l'inventaire. L'inventaire, nous, comment est-ce qu'on va travailler dessus? En général, on va travailler en binôme, 2 experts, pour avoir un peu d'objectivité
un peu, hein, 2 experts. Et puis du coup, parce que ça permet de challenger du coup aussi on va dire le scoring. Et là, on va travailler sur la volumétrie du contenu, la pertinence du contenu, la correction, son attrait, son utilité, sa pérennité, son ergonomie, sa trouvabilité. Et donc, de 0 à 5, on va travailler sur c'est nul, c'est mauvais, c'est acceptable, c'est excellent. Et on va aussi travailler sur les KPI. KPI, ça va être typiquement le trafic entrant, le nombre de sessions que ça génère, ou le taux de rebond que génèrent ces pages, etc. À partir de là, on a déjà un bon mapping. Alors vous allez me dire, mais Muriel, t'es gentil, moi j'ai un site internet qui fait plus de 1000 pages ou plus de 1000 articles, je fais comment? Mais là, on va du coup l'associer, par exemple, aux articles ou aux pages qui ont généré le plus de trafic entrant sur les derniers 90 jours, sur la dernière année, etc. Et déjà, normalement, on est censé connaître un petit peu son patrimoine. On peut là-dedans déjà faire un premier dégrossissage en disant, ça c'est encore pertinent, ça se l'est moins, etc., etc. Donc, on va travailler selon la règle de Pareto 20-80. On fait 20% des efforts qui ramènent 80% de business ou de performance et on y va par couche. Ensuite, on va se concentrer pour bien s'assurer de ne pas perdre toutes les opportunités sur 5 types de pages à minima. La page d'accueil, évidemment. Les pages catégories de produits, quand on est dans l'e-commerce ou de services, hein. Les pages produits elles-mêmes ou les pages services, et puis les pages contact ou checkout. Et évidemment, parallèlement, sur tout ce qui va être les contenus angulaires, mais plus des contenus, j'ai envie de dire, chronotypiques ou d'actualité, ce sont ces contenus chauds qu'on va produire de manière assez régulière pour aller titiller Google et ses petites araignées, et puis simplement aussi pour nourrir, alimenter sa machine à contenu, son programme de contenu, l'engagement des clients, le plan de diffusion réseaux sociaux, l'email marketing, etc. De manière assez importante, on va voir aussi que on va travailler de nouveau par incrément, c'est-à-dire les pages de catégorie de produits, les pages produits. On travaillera d'abord sur ceux qui vont générer le plus de chiffre d'affaires ou ceux qui, au contraire, ne génèrent pas assez de chiffre d'affaires alors que elles devraient, puisque c'est ce qui coûte le moins cher pour vous, c'est ce qui génère le moins d'efforts pour vous, etc., etc. Et quand on aura travaillé là-dessus, on va pouvoir donc travailler sur l'optimisation des nouvelles pages. Alors, je vous en montre ici. Hein, donc, on a le Google Optimize et puis on a Optimizely. Celui-là, il est pas mal connu, le Visual Website Optimizer et Chameleon également. Donc, après, voilà, si vous avez la suite Google, rien de tel que de travailler avec Google. C'est directement associé à vos analytics. C'est pas mal du tout. Bon, en même temps, on a des clients qui n'utilisent pas du tout Google Analytics, donc c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Ici, stade suivant, j'ai été déterminer dans mon inventaire de contenu les pages qui me semblaient les plus opportunes. Donc, soit ça va être, donc, comme on le disait, les pages angulaires ou les pages catégories, des pages produits, etc. Je sais celles qui me rapportent le plus et celles qui est vraiment important, eu égard au plan marketing, eu égard au nouveau positionnement de la marque, de prendre en compte. Et dès lors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir leur performance. Et donc, sur leur performance, les 90 derniers jours, je vais aller voir lesquels ont amené de clics, lesquels ont été imprimés, lesquels ont généré du trafic. Une fois que je sais ça, je vais pouvoir associer ça à du SEO, c'est-à-dire aller voir la popularité des requêtes et les intentions de recherche qui sont associées à ces pages-là qui génèrent du trafic. Et à partir de là, je vais pouvoir faire mon mapping, pouvoir scorer en termes de priorité aussi les pages qu'il va falloir revoir, qu'il va falloir retravailler, qu'on peut sans aucun scrupule abandonner, qu'on doit absolument récupérer presque en l'état. Et donc presque même ne pas toucher à l'URL ou essayer un minima de toucher à l'URL parce qu'on sait qu'effectivement, Google est un peu capricieux quand on lui demande de faire un travail qu'on n'a pas été capable de faire nous-mêmes, c'est-à-dire d'organiser au fur et à mesure notre site Internet. Et là, on va travailler sur
en fait une qualification de tout le chantier de réécriture, de tout le chantier de refonte éditoriale en tant que tel. Donc, attention aux informations et aux pages qui sont redondantes. Donc, les contenus dupliqués, même sujet, même angle. S'assurer que quand on traite une thématique, je parlais ou j'évoquais les cocons sémantiques, il ne s'agit pas de bourrer sur exactement la même thématique et le même contenu. C'est au contraire de travailler une thématique sous différents angles. D'abord, il y a l'angle, comme j'évoquais dans le précédent webinaire, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce que je peux apprendre sur tel sujet? Qu'est-ce que je peux apprendre sur les armoires à pharmacie? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux ressentir? C'est des témoignages clients, par exemple, des études de cas sur une entreprise. Alors, je parlais des armoires à pharmacie, c'était dans le cadre d'un e-commerce B2B, évidemment. Donc, c'est du matériel et des équipements professionnels. Et on va avoir l'étude de cas d'une usine, par exemple, ou d'une enseigne qui a dû mettre autant de armoires à pharmacie dans ses infrastructures et où derrière on aura voilà, tout le parcours de l'acheteur, du bailleur chez eux. Donc là, c'est plus sur le fil, sur le je ressens les choses, parce que là, c'est un témoignage, c'est du storytelling, et donc j'ai quelque chose derrière qui est plus une empreinte. Et puis, j'ai avoir le côté conatif. Et le côté conatif, c'est quoi? C'est que typiquement, ce sera que vous faut-il dans votre armoire à pharmacie? Quel est votre type de personnel? Est-ce que vous êtes dans le BTP? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et en fonction de ça, on vous donnera derrière des conseils, par exemple, sur le type d'armoire à pharmacie. Donc la redondance, c'est quand un même contenu qui est traité de la même manière, sur le même angle, même s'il y a une photo différente, il y a 3 paragraphes en moins ou 2 phrases en plus, ça reste quand même de la redondance. On est dans une richesse éditoriale et on crée des cocons sémantiques à partir du moment où sur une même thématique, on va traiter de toutes les questions possibles et imaginables autour de ces thématiques qui répondent aussi aux problématiques clients, bien sûr. Hein. Donc sur tout le trajet décisionnel, j'ai un problème, c'est aujourd'hui un impératif légal d'équiper mes infrastructures et mes bâtiments, mes installations d'armoires à pharmacie. Donc ça, c'est le premier niveau du trajet décisionnel. Deuxième niveau, je compare les solutions. Est-ce que je vais les acheter moi-même dans une pharmacie? Est-ce que je me les fais livrer? Est-ce que j'ai un prix de gros? Quel type choisir, sachant que j'ai une partie de mon personnel qui est itinérant sur les routes, etc., etc. Et dernier aspect du trajet client, c'est évidemment du trajet décisionnel, c'est évidemment plus la conversion. Et là, c'est avis, Armoire à pharmacie Céton, avis Armoire à pharmacie Sécurimed, hein, qui sont deux annonceurs pour lesquels on travaille dans ce domaine, et qui va permettre du coup de qualifier au niveau plus du contenu transactionnel nos pages. Donc, redondance, à ce propos, nous avons encore un client dernièrement qui, pour des produits qu'ils avaient de manière déclinée, donc typiquement un produit qui existait en bois, en acier, et, en plastique ou je ne sais plus quoi, allait créer chaque fois des pages produits différentes, alors que c'était juste la facture qui était, ou la faction qui était différente, c'est du contenu dupliqué. Obsolète, tout ce qui va être des actualités qui étaient typiquement chronotypiques, donc qui n'ont plus aucune valeur ajoutée parce qu'on parlait d'un événement, parce qu'on parlait d'un webinaire qui n'a plus lieu, parce qu'on parlait, on faisait du newsjacking. Le newsjacking, rappelez-vous, hein, donc c'est cette idée d'aller profiter d'une actualité pour en faire un sujet d'article. Et puis voilà, une fois que l'actualité est passée, ça tient encore un petit peu la route, mais pas longtemps. Donc l'obsolescence va nous obliger effectivement du coup à retravailler le contenu ou à l'abandonner. Mais si ce contenu-là générait du trafic, eh bien, il faut aller retirer le sujet et en faire quelque chose de pérenne, et donc retirer tous les aspects, on va dire, chronotypiques pour fournir justement une information plus durable, typiquement les produits épuisés. Hein. Et puis après, toutes les informations qui sont triviales. Et donc, les informations qui sont triviales, c'est quoi? C'est des contenus qui vont être très concurrentiels. Alors, je ne vous passe pas le nombre d'annonceurs aujourd'hui qui vous font des articles sur les types d'aides et les liens pour recevoir une aide, pour recevoir, pour poser des questions ou pour recevoir des aides financières et autres sur le Covid, et chez qui ce n'est absolument pas pertinent. On a le cas d'un concurrent d'un de nos clients qui
sous prétexte qu'il vend un système de réservation en ligne pour restaurants, est allé faire toute une landing page sur toutes les aides que les restaurateurs peuvent trouver, alors qu'il ferait mieux de s'aider lui-même parce que lui-même est un système de réservation et qu'il est bien malheureusement en péril également. Donc la trivialité, c'est quand l'information est concurrentielle, qu'elle est anecdotique, qu'elle est sans utilité, qu'elle n'a aucune valeur ajoutée. Et bien souvent, il suffit de regarder les taux de rebond derrière et on verra effectivement qu'ils sont généralement élevés. Une fois qu'on a ça, on sait à la fois les mots-clés sur lesquels on va devoir se positionner, on sait à la fois donc la popularité, ce qu'on a déjà comme positionnement aujourd'hui, hein, donc c'est ici typiquement, hein, vous voyez, on a nos mots-clés, on a le nombre de requêtes ici, et évidemment plus le nombre de requêtes est élevé, plus ça a du sens de garder le positionnement et de le préserver, surtout si on a des positions telles que ici, position 1, position 9, position 1, position 8, position 11, et puis on voit les concurrents. Et quand on voit qu'en plus les concurrents sont pas du tout présents sur ce type de requête-là, sauf peut-être un qui est le plus coriace, eh bien, on va s'assurer effectivement de récupérer ce SEO et de récupérer tout ce travail d'optimisation, tout ce travail de chantier éditorial. Sur les URL, puisque très souvent, le problème dans une refonte, c'est qu'on va du coup modifier les URL. Tant que faire se peut, on va conserver les URL originelles des pages. Si les URL doivent changer, on va rediriger les anciennes vers des nouvelles pages et on s'assurera bien d'aller vérifier derrière. Les redirections 301 vont assurer une transition entre d'anciennes pages et de nouvelles, tout en maintenant théoriquement le SEO des anciennes pages. Donc, ça veut dire que nous, typiquement, dans chaque refonte derrière, on va faire un peu, vous savez, comme les agents de la sécurité, qu'ils soient, font 2-3 fois le tour là, des infrastructures. Eh bien, nous, on va faire une fois par semaine le tour de la Google Search Console pour s'assurer qu'on n'a pas trop fléchi. On va aller sur notre outil SEO qui nous donne le scoring, etc., pour voir qu'on n'a pas trop perdu de position. Parce que du coup, ça va demander une certaine agilité à devoir de temps en temps aller améliorer encore des contenus, reproduire d'autres contenus, travailler sur le push au niveau des réseaux sociaux pour redynamiser certains cocons sémantiques, etc. Alors, il va de soi que des pages vont perdre parfois quelques résultats. C'est normal puisque du coup, ben, les moteurs vont donner plus de poids aux URL plus anciennes qui ont plus d'autorité. Les nouvelles pages, elles auront tendance du coup à battre un petit peu plus de l'aile. C'est pour ça aussi que très souvent, quand on est sur des gros chantiers, on a tendance à avoir déjà un projet pilote de déploiement de nouvelles URL, même sur l'ancien site, dont on est sûr qu'on gardera ces URL-là. C'est-à-dire que même si on sait, alors c'est contraire même aux pratiques en général de nos clients, hein, parce qu'ils nous disent on voudrait travailler avec vous, mais on attend d'abord avoir terminé tout le travail, on va dire, de cahier des charges, etc. Et puis on fera appel à vous. Sauf que si on a déjà identifié des nouveaux contenus qu'il faut produire, eh bien, il faut peut-être même mieux les produire sur le site actuel et les déménager tels quels. Il faut parfois des mois avant que la page va se retrouver son positionnement initial. C'est normal. En revanche, il faudra du coup travailler sur les leviers email, travailler sur les leviers des réseaux sociaux pour activer le trafic entrant par un maximum de sources possibles. Et puis surtout, il faudra éviter les horribles erreurs 404 hein, qui sont pas bonnes pour l'expérience utilisateur, qui fâchent un peu Google parce qu'il se dit tu veux bien ranger ta chambre s'il te plaît, et où donc là il y aura un vrai travail effectivement de nettoyage à faire pour éviter ça. Et puis le dernier volet, ce sont les liens entrants, ces fameux liens inbound. Imaginez que vous ayez voilà, regardez ici, c'est 48 backlinks. C'est pas énorme, 48 backlinks. 48 backlinks, c'est-à-dire, c'est quoi? Ben, c'est le trafic référent. On voit ici que le trafic référent, sur un mois, c'est quand même plus ou moins 19%. Donc 19%, 19%, c'est quand même pas mal. On ne peut pas se permettre, si on fait une refonte de site Internet, de négliger tout cet apport-là. Et donc, si les URL changent, il faut aller prévenir en fait les sites référents et leur dire, ben, tu sais, si, en tout cas, il n'y a pas de redirection, etc., 301, parce que sinon c'est automatique. Mais si eux ne peuvent pas, ont pris les URL en dur, ou si les pages vers lesquelles
Ils référencés aujourd'hui n'existent plus d'une manière ou d'une autre sur votre site. Il faut les contacter, il faut leur proposer autre chose et il faut leur demander effectivement de poursuivre cette relation, mais d'une autre manière et de le faire poliment et de oser aller prendre parfois son téléphone d'ailleurs pour le faire. Ici, c'est pas énorme. Alors forcément, vous allez me dire, Muriel, quand on a du 2000, 3000 liens entrants, ce que je vous souhaite tous, hein, même si ça peut paraître douteux pour certains annonceurs, mais ici, non, on est sur 48 backlinks. Quand en plus ces backlinks renvoient vers votre page d'accueil, vous pensez bien que ça va être important de les préserver, évidemment. Et du coup, pour résumer tout ça, c'est un peu ce roadmap-ci, hein, c'est que là, typiquement, c'est le type de, ben, vous voyez, c'était pour WWF justement, le type de document que nous, on va mettre en place pour la refonte, outre tout le travail de chartage, etc. Ça va être donc les éléments qui vont modifier le SEO dans la refonte, comment conserver le SEO, quel est le trafic organique actuel, quelles sont les pages à haut trafic organique, quel est le référencement naturel en général, quelles sont les landing pages les plus populaires, donc landing page, les pages d'atterrissage, hein, donc les premières pages qui sont les plus génératrices de trafic entrant, puis le trafic référent, c'est-à-dire tous les autres qui vous ramènent du trafic, état des lieux, quelles sont les redirections qui sont nécessaires mais qui sont inconnues, et puis quelles sont les pages qui génèrent des liens de retour, des liens retour et qui vont présenter des erreurs 404 déjà aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas fait attention tout au long du chantier pour voir qu'on est déjà dans un état où on a déjà a priori des erreurs 404, a priori des 301, 302, a priori des problèmes d'HTTP, HTTPS, etc. Et donc sur l'HTTPS, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est plus l'idée ici que on aura vraisemblablement en passant sous HTTPS, en achetant son certificat, eu un souci de duplication de contenu. Je vous dis très souvent, notamment dans les WordPress par exemple, ça se situe au niveau de la médiathèque où on a encore les ressources, des ressources qui sont en HTTP et en HTTPS. Or, quand on sait aujourd'hui l'importance de la recherche universelle dans Google, c'est un vrai, ça peut être une vraie source, on va dire, de sabotage d'une partie de votre SEO. Et je finis ici toute cette petite pérégrination dans le domaine de la refonte de site et du contenu. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Avec plaisir, Frédéric. Avec plaisir. Merci, Marie. De rien, Vanessa.